Je crois qu'on va commencer. Dani? Oui, bon? Vous m'entendez? OK. Très bien. Alors, nous sommes très contents de vous voir tous. On va commencer maintenant. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur comment commercialiser efficacement votre entreprise qui va être donné par M. Dani Abramovich avec nous aujourd'hui et organisé par Mashav, l'Agence israélienne pour la coopération internationale. Je suis Sarah et je suis très contente de vous voir tous. Je suis la directrice adjointe du Centre de formation MCTC. Avant de commencer, je voudrais juste relier quelques instructions sur ce webinaire. Vos microphones sont sur silence, ils sont coupés. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, veuillez les écrire dans le chat en bas de l'écran. Et Dani va essayer de répondre à toutes les questions à la fin de la conférence. Aussi, nous enregistrerons la session. Et l'enregistrement sera sur notre site web et notre chaîne YouTube pour ceux qui ont manqué la session. Si vous ne voulez pas que votre photo soit enregistrée, s'il vous plaît, désactivez votre vidéo. Et maintenant, je voudrais vous présenter M. Dani Abramovich, qui est conférencier dans notre centre depuis de nombreuses années. Il est membre de la faculté mondiale du MBA à l'école de gestion exécutive à l'université Steinbess de Berlin. Il est un conférencier invité en marketing, en entrepreneuriat, dans des établissements universitaires sélectionnés en France, Italie, Chine, Autriche et Israël. La conférence aujourd'hui se concentrera sur la façon dont les PME et les ONG doivent repenser leur stratégie de leur organisation, replanifier leur activité commerciale et comment faire la transition vers la période que nous aurons après le coronavirus. Alors, voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Dani, je vous passe la parole. Merci beaucoup. J'espère d'abord que vous m'entendez bien. Et au cas où il y a un problème technique, donc écrivez quelque chose sur le chat et Sarah va vous répondre. Donc, bienvenue. Comme vous voyez derrière moi, il y a quelques drapeaux. Je vous parle de Tel Aviv, Israël. Et comme Sarah a bien présenté le sujet, on va parler d'une bonne excuse que le coronavirus nous a donnée, une excuse de voir un peu ce qu'on fait, ce qu'on a fait jusque-là, jusqu'à janvier-février, et les façons, les processus qu'il faut quand même voir à partir de là. Dans la plupart des pays, donc, il y avait cette rupture, mais c'est une rupture qu'il faut voir qui est très positive. Et nous prenons chaque crise comme quelque chose de très positif. Quand je dis nous, je vais me présenter. Donc, au-delà de ce que Sarah a mentionné au niveau universitaire, c'est toujours impressionnant de voir ces différents pays et titres, mais dans la vie de tous les jours, en fait, au dehors de l'enseignement, de donner des cours au niveau de MBA dans différents pays, c'est une question de consulter des PME, des très petits, des micros, ce qu'on appelle, donc une personne ou petite entreprise ou moyenne entreprise. Et chaque pays décrit un peu leurs critères pour définir qu'est-ce que ça veut dire un PME. C'est très régional comme réflexion, mais il s'agit on parle pas que des entreprises, on parle de, comme Sarah dit, des ONG, des organisations, des associations. J'ai vu la liste des enregistrés. On a eu dès le départ une soixantaine des enregistrés de différents pays, notamment, probablement la plupart sont des pays africains. Donc, j'ai la carte de l'Afrique devant moi avec tous les pays qui sont présents et on a de nombreux pays. On a aussi quelques invités en dehors de l'Afrique qui viennent de même Amérique du Sud. On a quelqu'un de Philippines enregistré. Je ne sais pas s'il est maintenant il ou elle, s'ils sont online avec nous. Donc, d'abord, la première chose, c'est quelque chose qu'on connaît très bien en Israël, c'est la question de prendre une crise et pas d'être très triste et dire voilà, c'est mauvais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin du monde ou la fin de mon affaire ou qu'est-ce que je vais faire maintenant avec des dons s'il s'agit d'une organisation qui a aussi des dons de différentes sources, privées ou publiques. Et c'est toujours une opportunité de voir un peu qu'est-ce qu'on a fait jusque-là et qu'est-ce qu'on doit faire de différent à partir de là. Si vous pensez un peu à ce mot-clé innovation, pendant des milliers d'années ou des dizaines de milliers d'années, en fait,
dans les 200 000 ans, plus ou moins, l'être humain n'a pas trop développé. Pendant 200, le chiffre exact que les experts estiment, c'est 250 000 années, qui est en fait la façon qu'on réagit aujourd'hui et que notre cerveau fonctionne de nos jours. C'est un peu, ça date de Homo sapiens, ça date plus ou moins de 250 000 années. Et juste pendant 250 000 années, moins peut-être quelques centaines d'années, la vie de tous les jours était pareille. Il fallait résister, il fallait se nourrir, il fallait trouver de l'eau fraîche, ou manger quelque chose. Donc, les aspirations de la vie de tous les jours n'étaient pas très hautes et en fait, il y avait cette stagnation, quasiment stagnation, des outils, des choses nouvelles, des idées qui sont émergées. Et c'était un problème de manque d'innovation, manque de casser les règles. Ça veut dire, j'habite dans un village, j'habite avec une trentaine de familles, tout le monde, ils ont leur rôle, les hommes, les femmes, et les enfants, chacun son rôle. Maintenant, on avance quelques milliers d'années en avance. On parle d'il y a quelques centaines d'années, juste quelques centaines d'années, c'est tout. Et on a toutes ces idées plus modernes d'imprimerie, du papier, et des choses de base, énergie. Et la plupart des idées viennent de la Chine, il y a 2000-3000 ans. Et en fait, plus tard, un peu plus tard de l'Europe, donc qu'on croit que la plupart des idées ne sont pas nettement européennes, mais on a adopté des idées et on a renouvelé. Mais à travers l'histoire, pour innover, il fallait être différent. D'abord, il faut être brave pour dire, voilà, je casse les règles au niveau légal, je ne veux pas être un problème, un souci au niveau légal, je n'aimerais pas subir la loi, mais quand même, je peux essayer, tester avec des risques minimes quand même, de choses nouvelles, et je dois voir un peu comment le faire. Et d'abord, il faut oser. Et oser, ce n'est pas une question de Corona, mais Corona nous oblige à oser, parce que si j'ai eu des dons à 75% de mes sources, qu'on appelle des sources de vie pour une organisation à but non lucratif. Il faut maintenant se débrouiller sans cet argent, ou il faut voir comment, de manière plus créative, on trouve des sources qui sont nouvelles. Donc, ça nous oblige d'oser. On ne peut pas se lever le matin comme tous les jours et dire, voilà, je vais avancer encore une journée. Dans beaucoup de pays, il y a cette histoire d'être paresseux. Paresseux au niveau de l'agriculture même, parce que le soleil est là, la terre est bonne, de bonne qualité. On a quelques invités là de Tchad, je ne parle pas de Tchad, je ne parle pas de pays peut-être comme le Burkina où il y a un manque d'eau. Je parle de pays, moi j'ai visité moi-même grâce à MCTC, grâce au Machav, Cameroun par exemple, le Cameroun il y a une année et demie. Au Cameroun, il y a cet esprit, je sais qu'il y a 2 ou 3 Camerounais, c'est bon. Je sais que cet esprit est plus ou moins d'être paresseux parce qu'on met quelques semences quelque part et on va manger, on a de quoi manger. C'est-à-dire la nature est là pour nous aider, il y a assez de l'eau, la terre est bonne, il y a quelques bonnes volontés pour mettre quelque chose dans la terre et ça pousse. Il y a tout qui pousse, n'importe quel fruit que vous voulez qui est adapté au climat, ça pousse. Donc, cette histoire d'être paresseux ou pas, ça c'est quelque chose de personnel ou culturel. Mais on parle d'abord d'oser. Et pour oser, il faut quand même prendre des risques. Donc, cette opportunité, c'est de prendre des risques. Et des risques, ce n'est pas contourner à la vie de tous les jours, encore une fois, de voir quels risques je dois prendre. La dernière des risques, c'est financier. Le risque financier, ce n'est pas la peine de le prendre. On n'a pas trop d'argent actuellement. On ne sait pas toujours, il y a l'incertitude qui règne. On n'est pas trop sûr qu'est-ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, le mois prochain, à travers les différents territoires, donc au niveau des météo, au niveau des climats, au niveau des sources de revenus. On ne sait pas ce qui se passe. Même dans les marchés plus lointains, ceux qui font l'export, on n'a aucune idée. Mais dans l'incertitude, on doit quand même prendre des risques plutôt d'affaires, mais pas trop financiers. Donc, quel genre de risque? On peut prendre des risques au niveau de commercialisation. Commercialiser, on prend quelques risques. On fait, par exemple, 2 activités en parallèle pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On n'a pas de solutions clés, on n'est pas des magiciens. Même les gens les plus connus dans le monde d'affaires ne sont pas des magiciens. Ils ont essayé et puis
ils ont réussi ou pas. Donc, des fois, on essaye et on réussit pas. Et ce n'est pas la fin du monde, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit que grâce à cet état d'esprit, cet pays dont je vous parle, Israël, est émergé. Donc, il n'y avait pas de lot, il n'y avait que des maladies, il n'y avait que des ennemis, c'était très difficile de survivre. Mais il fallait prendre des risques et dire, voilà, on ne va pas quitter, on va faire le meilleur possible. Et c'est ça que je vais vous parler maintenant, c'est on va faire le meilleur possible avec ce qu'on a. Et il faut comprendre que ce qu'on a, on a beaucoup. On a beaucoup de ressources. Je ne parle pas de l'argent, encore une fois, de ressources. Je parle de contacts. Regardez un peu dans votre portable combien de contacts vous avez. Notamment, des fois, des centaines. Regardez ceux qui ont une compte sur LinkedIn, par exemple, combien de contacts vous avez. Ceux qui utilisent l'email de jour à jour, et regardez dans l'Outlook combien de contacts vous avez. Donc, vous avez d'abord les contacts. Vous avez aussi le savoir-faire. Vous avez des études. Et plus ou moins, vous avez des différents cours que vous avez fait, des diplômes. Donc, vous avez beaucoup de connaissances. Et les connaissances, c'est aussi une ressource qu'il faut utiliser. Il ne faut pas dire, voilà, il y a 3 ans, je fais des études et c'est bon, j'ai les diplômes. Il s'agit ici pas de diplôme, il s'agit ici de connaissances. Donc, si j'utilise mes connaissances, un peu le logiciel que je peux utiliser, si je l'utilise, un peu mes contacts, j'ai d'abord une base de ressources que je dois commencer à utiliser. Et quand j'essaie d'arranger mes idées, parce que des fois, on ne dort pas bien ces jours-là, on pense qu'est-ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, il faut quand même arranger les idées. Et pour arranger les idées, on a quelques outils. On a des outils d'affaires qu'on peut appeler par des différents mots. Dans le monde des affaires, on aime bien les mots business plan. Moi, j'utilise le terme qui est au-delà, qui est juste une petite partie du plan d'affaires. C'est le plan marketing ou plan de commercialisation. Il y a d'autres mots partout comme plan de vente, plan de médias, ceux qui veulent penser à publier, à faire la publicité. Il y a différents plans. Plan, c'est la base. Donc, quand on a annoncé le sujet, comment commercialiser votre entreprise ou organisation efficacement, il y a le mot efficacement. Et ça, c'est le mot-clé. Ce n'est pas comment commercialiser, c'est d'abord efficacement. Est-ce qu'on est efficace? Et normalement, on n'est pas efficace. Si on regarde un peu à gauche, à droite, ce qu'on a fait jusque-là, on n'est pas toujours très efficace. Ce n'est pas une question de finance ou marketing ou ressources humaines, c'est une question de capacité de gestion. Est-ce que moi-même, je me gère comme il faut? Si par exemple, c'est juste un exemple, ce n'est pas mon cas, mais si je suis divorcé 3 fois, peut-être j'ai un problème de gérer un peu ma famille, ou mon conjoint, ou notre petite famille. Et si j'ai déjà échoué 3-4 affaires, peut-être j'ai un problème de comment est-ce que je fais face à ces affaires. Maintenant, il faut comprendre, il faut échouer. C'est excellent d'échouer. Nous prenons cet exemple d'échouer comme la meilleure école possible. Donc, même si vous avez 3 degrés, vous êtes doctorant, je ne sais pas en quoi, et pour nous, c'est moins intéressant. Il faut voir que la meilleure école du monde, c'est échouer et comprendre un peu qu'est-ce qu'on a fait qui nous est arrivé à cette stade et comment on va refaire. Il y a cette mot-clé startup. Startup, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. C'est bien de commencer, start, donc c'est lancer. Mais nous préférons le mot restart. Donc, on recommence la vie. On recommence la vie d'une entreprise. Et s'il y a des soucis dans la vie, on recommence. Donc, on peut être très, au niveau émotionnel, très faible, ça veut dire triste, ça veut dire on n'est pas juste nous-mêmes, on est fatigué. En français, quand on dit fatigué, ça ne veut pas dire qu'on est fatigué sommeil, mais on est fatigué au niveau mental. Mais il faut quand même, après quelques heures ou quelques jours, recommencer la vie. On fait un restart. Restart. Ça veut dire qu'il faut recommencer un peu la vie en pensant qu'est-ce qui a marché jusque-là. Quand même, j'ai un certain âge, chacun peut le dire, même à 16 ans. J'ai quand même 16 ans d'expérience de la vie. Qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Qui est-ce que je connais? Quelles connaissances j'ai acquis jusque-là? Et avec ces outils, maintenant, je suis imaginez, dans votre cuisine, vous avez la farine, vous avez le blé, vous avez le sucre, vous avez du sel, c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ces outils? Qui veut dire ingrédients.
Est-ce que je peux faire du pain? Est-ce que je peux faire un gâteau? Qu'est-ce que je peux faire avec? Et dans le monde des affaires, on a trop des idées partout parce que la concurrence s'est émergée à être trop agressive à n'importe quel niveau, à n'importe quel domaine, même au niveau de ce qu'on appelle marketing social, même à titre à but non lucratif, on a beaucoup de concurrence parce qu'il faut comprendre la notion de concurrence. Concurrence, ce n'est pas juste une autre organisation qui fait plus ou moins la même que vous. C'est n'importe quelle organisation qui va donner la même réponse aux besoins de l'argent qui provient de différents pays. Donc, si je suis une fondation canadienne et j'aimerais promouvoir l'idée de nourriture dans des pays qui sont en train de développer, j'ai beaucoup de moyens, c'est-à-dire j'ai beaucoup de possibilités de donner cet argent. C'est juste $1 million canadiens, c'est déjà pas mal, $1 million canadien, mais j'ai beaucoup de poches dans lesquelles je peux mettre cet argent. Ça peut être de à but non lucratif, ça peut être aussi des sociétés. Dans les buts non lucratifs, ça peut être quelqu'un qui me parle des enfants. C'est quelqu'un d'autre qui me parle de femmes, pour aider un peu dans certaines régions lointaines. On a rural, on a des régions où il y a beaucoup de femmes qui sont seules, par exemple dans l'agriculture. On va les aider. Et pourquoi pas aider d'autres organisations ou d'autres buts. Donc, la concurrence est partout, beaucoup plus qu'on pense. Dans cette webinaire, on a pas mal de personnes qui viennent du monde du gouvernement. Donc, politique et ensuite NGO, ensuite on a quelques organismes privés aussi. Mais à chacun, c'est la même notion. Est-ce que je peux planifier un peu mieux mon avenir à partir de demain, est-ce que je peux mieux planifier? Il y a certains parmi nous qui ne sont pas très forts dans la planification. On aime bien faire des choses ou on aime bien contrôler. Quelqu'un qui est comptable, normalement, il est comptable parce qu'il préfère probablement de contrôler au lieu de planifier. Et cette histoire de planifier, exécuter et contrôler, c'est la base de gestion de n'importe quel domaine, n'importe où dans le monde. Donc, je dois savoir que personne n'est parfait, personne peut être très bien, très fort dans la planification, ainsi que dans l'exécution et ainsi dans le contrôle. Donc, il faut d'abord se connaître et voir quels sont mes points faibles à moi. C'est une question aussi de culture, de dire voilà, je suis père de famille, j'ai une petite entreprise de 3 personnes, mais quand même j'ai des défauts. Est-ce que vous arrivez à vous dire chaque matin devant le miroir ou devant vous-même, quels sont mes défauts? Est-ce que j'ai amélioré mes défauts ou est-ce que je continue avec les mêmes défauts? Comme mon début de ce webinaire, pendant 250 000 années, l'être humain avait des défauts. Et le défaut principal était on mène la vie de tous les jours. Il n'y a rien qui nous excite sauf exister, 30, 40 ans. Et on va manger, on va boire, et voilà. Il y a un jour qui passe, il y a la semaine qui passe, et ensuite la vie qui passe très, très vite. Sans un bon niveau de vie. Donc, au niveau de qualité de vie, très mauvaise. Donc, je vous invite à pencher sur une idée qu'il faut quand même planifier, mais ensuite, il faut exécuter, donc prendre des risques et oser, comme on a dit. Et ensuite, même voir un peu derrière nous, est-ce qu'on a bien fait? Quels sont les critères de contrôle? Parce que même si vous êtes très fort dans la planification et dans l'exécution, il faut quand même être très fort aussi dans le contrôle. Et il y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop contrôler. Ça, c'est de l'histoire. Ça fait il y a quelques années, ou les semaines passées, ou avant les corona. On aime pas toujours bien de revenir en arrière et voir qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 mois, est-ce que c'est important ou pas. Alors, c'est très, très important, c'est la base de gestion, c'est le contrôle. Sans contrôler, on est des mauvais gestionnaires. Si j'ai eu un succès, je dois savoir pourquoi. Si j'ai échoué, c'est même plus important de savoir pourquoi. Donc, peut-être même les gens avec qui je travaille ne sont pas les bonnes personnes avec qui travailler. Maintenant, souvent, on est dans une affaire familiale, c'est la famille. Je ne peux pas virer ma femme, je ne peux pas virer mon frère, ma soeur. Je veux dire au niveau familial, d'accord? Ce n'est pas le langage courant que tout le monde sont mon frère et tout le monde sont mes sœurs. Je parle de la famille. Et donc, il y a des problèmes aussi avec qui est-ce que je travaille. Des fois, il y a des gens qui travaillent
tout seul d'une manière idéale. Il y a certains gens qui doivent toujours avoir des gens autour d'eux, comme une équipe. Vous connaissez vous-même et il faut quand même avoir une base correcte. Base correcte, c'est de savoir avec qui est-ce que je travaille, est-ce que je gaspille mon temps ou est-ce que j'ose à changer le statut de je travaille toujours avec ma famille. De mois de août, je vais tenter de travailler avec des amis ou de travailler moi-même pour être plus efficace. Donc, beaucoup de choses viennent de nous-mêmes. Et c'est juste une question de est-ce que nous nous connaissons assez bien? Est-ce que nous critiquons nous-mêmes? C'est l'histoire de l'ego. Quand on parle aux jeunes, est-ce qu'on sait tout ou est-ce qu'on ne sait rien? Ou est-ce que nous sommes ouverts à accepter des idées ou pas? Et ça, c'est une question très personnelle qu'aucun Zoom, aucun Skype, aucun webinaire peut vous aider, même pas le psychologue local si vous en connaissez. Donc, nous avançons à parler 2 minutes d'un plan d'affaires. Un plan d'affaires, ce n'est pas quelque chose qu'il vous faut. La plupart de vous, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Vous attendez beaucoup ce terme plan d'affaires, plan d'affaires. Des fois, on ne comprend pas bien, on pense que c'est un plan d'enfer. Non, pas un plan d'enfer, on parle de plan d'affaires. Le plan d'affaires, il y a tout là-dedans. Et quand je veux dire tout là-dedans, ça veut dire qu'il y a trop de détails, trop d'informations. Ce n'est pas le bon moment maintenant d'arrêter tout. Parce que, en tout cas, on a été arrêté par force de cette épidémie et commencer à recueillir de l'information au niveau financier, au niveau organisationnel, au niveau marketing. Non, il faut quand même être efficace. Être efficace, ça va très vite. À quoi est-ce qu'on se concentre, dans quel domaine, dans quelle direction? Et moi, je vais vous proposer cette idée de plan marketing qui fait partie d'un plan d'affaires. Donc, si on prend la notion de plan d'affaires, c'est comme un document très, très léger. C'est juste quelque chose qui englobe un peu des autres plans. Si je embauche une dizaine de gens, j'ai besoin d'un plan d'organisation ou ce que je peux appeler plan de ressources humaines. Et si j'ai besoin d'un emprunt, il y a beaucoup maintenant de pays qui ouvrent cette idée à l'emprunt. Mais en Afrique, il y a le problème que je connais normalement assez bien, qu'on a peur des banques. Les banques ne sont pas correctes, les taux d'intérêt sont trop hauts. Au Cameroun, quand je visitais, c'était à 12-15% les taux d'intérêt des banques. Donc, les banques, ce n'est pas mon meilleur ami, ce n'est pas avec qui je vais collaborer, sauf si je n'ai pas de choix. Donc, si je mets de côté la partie financière aussi, et je mets de côté la partie technique, s'il me faut quelque chose de technique, je reste avec la partie de commercialisation. Et là, grâce à l'Internet, grâce à des technologies de base, grâce à des programmes comme MCTC qui vous offrent d'avoir plus de bases, de connaissances, de contacts, de manières de mieux cultiver, de mieux faire tout ce que vous voulez dans le domaine de l'agriculture. Donc, le yield va être plus haut. Vous allez avoir plus de vos produits par tonnage. Mais en fait, la question est, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Donc, il y a quelque chose que je vais en parler d'après mes connaissances limitées de l'agriculture à l'africaine. Et je vais surtout parler des exemples plutôt courants que n'importe qui, pas tout le monde du domaine agricole ici, peut comprendre ce qu'on essaye de faire. Et donc, quand on parle d'un plan d'affaires, on va juste résumer qu'on parle de quelques chapitres. Chaque chapitre, c'est un plan en soi-même, comme je viens de dire, plan financier, plan ressources humaines, plan technique et plan peut-être commercial ou marketing. Marketing, c'est un terme américain, mais on le dit quand même à la française marketage. Je vais utiliser bien sûr le mot marketing. Donc, dans le domaine de marketing, si on est là-dedans, ça nous a pris quelques minutes de rentrer et de pencher là-dedans, on parle de cette idée de d'abord planifier. Est-ce que vous voyez l'écran qui commence par plan marketing? Juste levez la main comme je fais moi-même. Juste si vous voyez donc l'écran devant vous. Si vous avez la possibilité, donc la plupart de vous, merci beaucoup, vous voyez l'écran. Dans l'écran, il y a la première partie qu'on appelle des grands mots stratégie, toutes les stratégies. Il ne faut pas trop avoir peur de ces termes, il faut juste l'éliminer ou comprendre pour une fois qu'est-ce que ça veut dire. C'est un problème. Les mots stratégie, comme beaucoup de choses, des notions dans le monde des affaires, ne sont pas trop exactes. On est dans un monde où il n'y a pas trop de critères, il n'y a pas trop de standards. Dans le monde des affaires, c'est marrant, c'est bizarre, mais il n'y a pas trop de critères. Donc, dans le domaine financier, par exemple, on a des critères internationaux.
par exemple, IFRS, IFRS, en français, ça change un peu, les lettres tournent un peu. C'est un standard international de comment on passe des rapports financiers. Donc, si quelqu'un travaille quelque temps en Amérique centrale et ensuite il passe pour travailler au Sénégal, c'est la même notion, c'est les mêmes critères, c'est international. C'est comme les ISO, c'est comme d'autres normes dans le domaine de l'agriculture qui sont internationales. Dans le domaine de marketing, il n'y a rien, sauf si vous allez écrire maintenant dans les chats, il n'y a rien qui est standardisé. Parce que dans chaque pays, dans chaque culture, dans chaque entreprise, on pense que ce qu'on fait, c'est très spécial, c'est ajusté à notre consommateur qui est très spécial. Donc, il n'y a rien qui est standardisé. Grâce à ça, ou à cause de ça, on tombe dans les différents outils et on commence à se perdre. Donc, l'outil, une fois qu'il a une allure très simple, comme les canvas, il y a différents canvas qu'on aime bien utiliser. Des fois, c'est trop simplistique. C'est tellement simplistique qu'on ne comprend pas trop. Donc, on commence, c'est très intelligent, mais on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a passé 2 heures là-dessus dans un webinaire. On comprend la matière, on comprend les idées, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça c'est un problème qu'il n'y a pas des outils magiques. Ce n'est pas une question de pencher sur un outil pendant 1 heure et là, on va tout voir. Donc là, si vous regardez dans l'écran, vous avez d'abord le chapitre numéro 1, c'est l'analyse de la situation actuelle. Tous ceux qui pensent qu'ils sont déjà 20 ans ou 30 ans dans leur domaine, qui sont des grands spécialistes, il faut toujours se questionner. Il faut toujours se dire, voilà, tout ce que je sais, je mets de côté. Parce que le monde avance. Et le corona juste nous a indiqué que le monde avance et envers cette restart que je viens de mentionner. Et si le monde avance, tous mes savoir-faire et toutes mes connaissances sont peut-être c'est questionnable, c'est à questionner. C'est pas peut-être à jour. Et peut-être je peux être plus flexible, accepter ce que les jeunes me disent, ce que les jeunes me racontent, toutes ces histoires de réseaux sociaux, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que je peux faire avec si je ne comprends pas ces domaines. Et il ne faut pas être figé dans ces idées, il faut être ouvert d'esprit comme parents, comme collègues, comme des professionnels qui sont aptes à diriger. Comme consultant, quand je fais face à une société que je ne connais pas, je peux voir toujours online un peu ce qu'ils font, mais je préfère rien préparer en avance. Je viens avec une histoire de carte blanche, je vais voir dans mes propres yeux, avoir mon propre idée grâce à cet contact que j'ai dans l'entreprise même. Donc, quand je parle d'analyse de la situation actuelle, je vais vous donner quelques exemples. Quand je parle, par exemple, 1,3 ou 1,2, analyse du marché. Analyse du marché. Si je vous demande maintenant dans quel marché vous êtes, vous me dites oui, il n'y a pas de problème, marché de cacao. Il y a quelques invités ici de Côte d'Ivoire. Par exemple, le marché de cacao. Mais le marché de cacao, c'est un marché qui est sensible, c'est un marché qui est délicat. Et si demain, ce marché a une crise, vous n'avez rien dans la main. Donc, il faut penser un peu, pas quel marché je suis, dans quel marché en pluriel je suis. Est-ce que je suis dans les cacao pour le marché local ou est-ce que je suis aussi dans le marché de cacao pour l'export? Est-ce que je suis dans les cacao tel quel ou est-ce que je suis dans le domaine de cacao qui est fabriqué en poudre ou est-ce que c'est déjà un produit déjà emballé? Quel stade de fabrication? Et ce sont différents domaines. Et si je suis dans un seul domaine, je suis toujours à vie, très sensible, et tout ce que je fais est très délicat. Et je vais vous dire, il n'y a personne qui nous écoute, on n'est que quelques dizaines. L'histoire de l'être humain dans des périodes plus récentes sont toujours les mêmes formules que les pays riches ou les sociétés riches. En fait, ce qu'ils font, c'est exploiter les pays pauvres ou les sociétés pauvres. Donc, si je fais d'un produit agricole, et tout ce que j'ai, c'est le produit même, sans conservation, sans rien du tout, c'est clair qu'il y a des sociétés quelque part dans le monde qui vont m'exploiter quasiment. Ils vont me parler du centime près pour le prix par kilo, par tonne. Je parle de métaux aussi. Peut-être qu'il y a quelques gens qui s'intéressent aux métaux, aux mines. Okay? Pas que de l'agriculture. Donc en Afrique, on est très fort dans l'agriculture, dans les mines, dans les ressources naturelles. Il faut penser au-delà.
Donc, quand je parle d'une analyse du marché, si vous êtes aujourd'hui dans un seul marché qui est agricole, où le produit, il vaut beaucoup aujourd'hui, mais dans la semaine prochaine, il ne vaut rien parce que c'est un produit qu'on peut appeler périssable. D'accord? Périssable, c'est-à-dire aujourd'hui c'est bon, demain c'est bon, mais la semaine prochaine c'est mort, ou les mois prochains ça ne vaut rien du tout, ça vaut zéro. Et j'ai un problème pour voir comment est-ce que je peux allonger cette histoire de produits périssables envers la collaboration avec d'autres usines, d'autres sociétés qui peuvent quand même transformer mon pauvre produit qui a une date d'échéance très courte. Donc, quand on pense à un marché, il faut comprendre quel marché je joue. C'est comme un jeu avec des enfants. Il y a des enfants qui jouent, il y a cet espace, on peut désigner un espace comme le jardin devant nous, la rue devant nous, mais quand on parle des affaires et des marchés, c'est la même chose. Nous jouons dans un marché, qui veut dire, c'est comme les milieux du jeu. Il y a d'autres joueurs qui sont nos concurrents, mais il faut désigner les marchés d'abord. Et malheureusement, en Afrique, on utilise souvent le terme Afrique. Je suis de l'Afrique, j'ai un produit africain. Je veux que vous collaborez avec l'Afrique. Ce n'est pas intéressant. L'Afrique, c'est 56 ou 58, ça dépend qui compte et comment, quelle source d'information. 57, disons, pays différents, avec des milliers de langues, vous savez très bien, des milliers de langues différentes, de tribus, de cultures. Donc, ne parlez pas de l'Afrique comme un logo, comme une marque, d'accord? Ce n'est pas une marque. C'est une marque, mais pas pour vous. Pour vous, c'est la marque de la région. Il faut être très fier de sa région, de son pays, de sa culture. Et ça peut être une région qui n'est pas trop connue en dehors de cette région ou en dehors de votre pays. Il faut comprendre, quand vous dites marché, il faut se concentrer dans une région délimitée. Pas dire, voilà, Afrique, ça intéresse pas trop de gens. C'est plus intéressant et pour vous, c'est plus émotionnel de s'identifier avec votre région, avec votre pays, avec votre drapeau qui est votre vrai logo, si vous voulez dire au terme de marketing. D'accord? Cette histoire de fabriquer, je prends notre pays, fabriquer, on a une personne de Burkina, Tchad, Bénin, Togo, made in Togo, ok, fabriqué à Togo. C'est quand même une fierté qui vient d'un marché. Donc, il faut comprendre d'abord quel marché et nous jouons dans quel marché. Ça, c'est 1,2. La concurrence, 1,3, j'ai mentionné, cette histoire de concurrence est beaucoup plus agressive que vous pensez. Si vous êtes dans un domaine comme la pomme de terre, et vous pensez, je suis un joueur dans la pomme de terre, j'ai deux variétés différentes, et quelle est la concurrence? La concurrence, c'est que seulement ces entreprises qui fabriquent des pommes de terre lavées, coupées, non. C'est n'importe qui répond aux mêmes besoins. Il faut voir à qui vous vendez la pomme de terre. Quels sont les besoins de agri-industrie? Quels sont les besoins de l'acheteur, ceux qui achètent de vous? Si vous êtes partie d'une coopération, quels sont les besoins de coopération? Quels sont les vrais besoins? Et les vrais besoins ne sont pas toujours on aimerait manger des pommes de terre. Ça peut être on veut se nourrir, on veut diversifier un peu nos plats, on veut quand même améliorer la qualité de la nourriture qu'on subit. Donc, il y a différents besoins. Il faut toujours parler, pas qui achète nos produits, mais quels sont les besoins de ceux qui achètent nos produits. J'espère que le rythme oral n'est pas trop vite. Quand je commence à m'exciter, je ne veux pas aller trop vite. Donc, j'espère qu'avec mon accent israélien, vous arrivez à comprendre la plupart, peut-être pas tout, mais la plupart des réflexions. Donc, au niveau de l'analyse de la concurrence, il y a des moyens, il y a des outils, il y a tas de choses, mais il faut comprendre d'abord, on a beaucoup plus de concurrence qu'on y pense. Si on pense à la prochaine point, je ne vais pas parler de chaque point, mais je vais toucher quelques-uns, 1,4 devant vous, segmentation du marché. Ça veut dire quoi? Alors, il y a pas mal de vous qui connaissent, il faut segmenter par âge, il faut segmenter par géographie. Et ça, c'est bien pour les livres. D'accord? Les livres de marketing, ils datent de 50 ans, 60 ans. Il vaut quelque chose, mais pas autant aujourd'hui. Donc, il faut être à jour. Et quand on parle de segmenter, je ne vais pas être très original, mais segmenter encore, ce n'est pas juste qui va acheter mes produits, mais quels sont les besoins
de ceux qui achètent mes produits. Ça peut être des hommes, des femmes, des riches, des pauvres. Ça peut être des consommateurs finaux ou des grands sociétés internationaux et multinationaux. C'est pas, ce qui m'intéresse, c'est les besoins. Je veux qu'eux, ils comprennent un peu mes besoins. J'aimerais aussi qu'ils comprennent un peu mieux leurs besoins. Si mon besoin, c'est d'améliorer un peu l'image de marque de mon pays, de ma région, j'exige que sous le produit, il va y avoir Made in Bénin, Made in fabriqué à Côte d'Ivoire, d'accord? Ça, c'est mes besoins et je respecte votre besoin. Le problème, souvent, quand on parle de matières premières, on parle que de prix. Et ça, c'est une faute très grave. Pourquoi parler que de prix? Quand on parle que de prix, c'est notre avantage concurrentiel. On a le meilleur prix dans la région. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un avantage concurrentiel? Pas du tout. Parce que si j'arrive à avoir une négociation très dure et ferme avec vous, qu'est-ce que je vais faire avec les prix? Je vais les baisser. Donc, chaque fois, et vous voyez ça depuis des générations, en Afrique, 2-3 générations, vous travaillez plus que vos parents. Vos enfants, ils vont travailler plus que vous pour avoir plus ou moins les mêmes revenus. Pensez un peu si ça joue. Je ne parle pas de qualité de vie. Aujourd'hui, on a des voitures, on a des appartements, on a des maisons, on a des téléphones portables, on a tout ce qu'on veut. Mais il faut penser un peu à combien d'heures de travail j'ai mis pour avoir cette voiture. J'ai donné 2000 heures, ok. Mais mes enfants, ils vont travailler peut-être plus que 2000 heures. Ou mes parents, ils ont dû travailler peut-être 1500 heures seulement pour avoir les mêmes machineries, les mêmes outils de travail. Ou juste un exemple de voiture. Donc, il faut comprendre les besoins. Comment on les fait? Comment ça se passe? Il faut parler, il faut communiquer, il faut contacter l'autre côté. Donc, il faut parler aux clients. Il faut questionner les clients. Pas quel est le prix que mon collègue vous a offert. Ça, c'est le langage commercial très bas. C'est d'abord commencer à comprendre un peu les besoins, encore une fois. Et les besoins, ils viennent de deux grands groupes de besoins. Il y a des besoins qui sont rationnels. Donc, prix, qualité, d'accord. J'aimerais le délai de livraison jusqu'au 1er février 2021. Il y a aussi les besoins qui sont plutôt émotionnels. Je crois que pas mal de vous sont très forts là-dedans. Vous ne l'utilisez pas assez dans la vie commerciale. Quand nous rencontrons des groupes qui viennent de vos pays ici en Israël, Haïfa par exemple avec M7SC, on voit très vite la manière de collaborer, de communiquer. C'est très amical, c'est très ouvert d'esprit. Au début, c'est très aussi timide et peut-être trop poli. La politesse à l'africaine, ce que j'appelle. Mais très vite, ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, ça coule de source, c'est beaucoup plus courant et les contacts bien faits. Et il faut le faire aussi dans les affaires. Il ne faut pas être trop poli et dire oui, monsieur, le prix va baisser, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'être plus proche aux clients, même penser à visiter les clients. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça coûte, mais vous estimez, qu'est-ce que ça me coûte de visiter mes clients en dehors de mon pays? Ça coûte. Il faut prendre le billet d'avion, il faut rester dans un hôtel quelque part, mais le revenu qui va suivre ce contact, les gens, ils vont apprécier. Tenez, vous avez fait un effort, vous êtes venu jusqu'à moi, jusqu'à là. Et donc, vous avez maintenant un avantage émotionnel. D'accord? Ce n'est pas le prix qui joue. Vous avez fait un effort. Nous nous sommes rencontrés. Nous avons rencontré ici, dans mon pays, pas dans votre pays. Et on a mangé ensemble. En France, par exemple, on va manger ensemble à midi. On commence quand même à collaborer entre êtres humains. Mais toute cette histoire d'analyse de la situation actuelle, il faut le faire. Donc, si vous revenez au titre de cette rendez-vous, efficace, d'accord? C'est doit être efficace. Si je l'ai donné ici, je suis assez efficace. Dernière des choses à mentionner, la concurrence est là, donc il faut quand même une valeur ajoutée. Je regarde avec mes lunettes aux sections, regardez, 1,7. Quelles sont mes forces? Mes forces et faiblesses, d'accord? Ce n'est pas une question de dire, voilà, je suis le meilleur prix, le meilleur ça, le meilleur ci. J'ai aussi quelques faiblesses que je dois comprendre et il faut encore une fois écouter les clients en disant, en questionnant les clients, chers clients, comment est-ce que je peux améliorer un peu mon service? Comment est-ce que je peux améliorer la qualité, l'emballage et la variété? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pouvez me donner quelques pistes? Et c'est une question de
posez cette question d'une manière délicate, polie, et vous allez être surpris. Vous allez avoir beaucoup de feedback, surtout de ceux qui pensent à vous. Si on pense à vous que prix, on s'en fout. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de contact humain, il n'y a pas de contact émotionnel. Mais si on vous prend plus sérieusement au niveau émotionnel, ah, tenez, vous êtes mère de famille, 4 enfants, tenez, je me rappelle, votre mari fait ça. Ça devient plus émotionnel. Je me rappelle de quelle région vous venez, de quelle tribu vous êtes, quelles sont vos croyances, quelles sont votre vision d'affaires, d'accord, au niveau d'affaires. Donc, on met un peu là, qu'on appelle les émotions et les rationnels, tout ce qui est rationnel. Donc, on commence à comprendre, on va vous comprendre un peu mieux. Donc, il faut savoir que les faiblesses ou les forces, ce n'est pas quelqu'un que vous savez, vous ne savez pas. Vous pouvez me dire aujourd'hui, oui, j'ai de la concurrence, ce n'est pas une faiblesse, c'est normal. Tout le monde a une certaine concurrence. Donc, les faiblesses et les atouts, les forces, ça vient de où? Ça vient des clients. Donc, il faut encore une fois communiquer avec mes clients en disant, voilà, vous ne me connaissez pas, je vends mes produits à un grossiste, c'est les grossistes qui vendent ça à un importateur, et l'importateur vend, et vous savez, des fois, votre produit ou vos produits passent pas mal de mains. C'est pour ça que quand j'achète du thé qui provient de l'Afrique, et je paye trop cher, je me demande comment est-ce que c'est tellement cher. Je le paye en Europe, par exemple. Je suis quelque part en Europe, je paye très très cher pour les cafés, pour les tabacs. Pourquoi? Parce que ça changeait pas mal de mains. C'est pas direct, c'est passé par 3, 4, 5 différentes mains et chacun doit gagner quelque chose. Donc les prix augmentent. Et pour l'Européen, les produits africains ne sont pas bon marché. Ils sont, comme tous les autres produits, assez chers. Donc il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais pas vous. D'accord? Il y a d'autres sur vos dos qui gagnent de l'argent, ce n'est pas vous. Vous êtes souvent dans les matières premières ou la transformation de base. Il faut penser toujours au-delà dans la chaîne de fabrication. Quelle est la prochaine étape? Avec qui est-ce que je peux collaborer? Quelle machinerie il me faut? Quel emprunt je peux avoir? Comment est-ce que je peux le faire? Et encore une fois, ça commence avec la gestion. Est-ce que je peux gérer ma famille? Est-ce que je peux gérer mes terroirs? Est-ce que je peux gérer mon affaire? Est-ce que je peux gérer n'importe quoi? Il n'y a pas un bon gestionnaire pour les pommes de terre et un mauvais gestionnaire pour les fruits et pour les épices. On a des bons gestionnaires à travers tout ce qu'on fait ou on a des mauvais gestionnaires à travers tout ce qu'on fait. Ça doit être très clair. Soit cette reconnaissance qui existe ou qui n'existe pas. Si on commence à comprendre ce qu'il nous faut, c'est des données qui proviennent des clients, pas des Institut national des statistiques, avec tous mes respects au gouvernement, de tous nos gouvernements, pour moi, les valeurs des statistiques n'est pas très haut. Les statistiques sont là, pas toujours à jour, pas toujours officielles, entre nous, pas toujours officielles, ou trop officielles, si vous comprenez. Mais les statistiques, ce n'est pas quelque chose qui m'aide beaucoup. Ça ne coûte rien de les avoir, les statistiques. Est-ce que ça m'aide vraiment? Non. Ce qui m'aide, c'est ce qu'on appelle, vous connaissez ce terme parmi vous, il y a certains qui sûrement connaissent le terme Big Data. Big Data, c'est quelque chose à la mode, donc il faut être à la mode, il faut comprendre ce terme Big Data. Big Data, et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a quelques tendances à suivre d'abord, c'est les grandes entreprises multinationales. Moi, je vous parle de petit data, ok? De small data. Qu'est-ce que c'est le small data? Rencontrer online, comme maintenant. C'est une espèce, c'est pas une rencontre parce qu'on ne communique pas assez. On va communiquer vers la fin de cette rendez-vous. On va avoir des questions-réponses. Par le biais de Sarah. Et quand on a une communication comme ça avec un client dans un autre pays, terroir, et ainsi de suite, on échange des données, on échange des avis, si on pose les bonnes questions, on aura les bonnes réponses. Bonne question, par exemple, si je regarde l'analyse des situations actuelles, on a parlé de segmentation. Je peux vous parler, disant, voilà, merci beaucoup, monsieur et madame, d'acheter mes produits. Quelles sont la vraie raison? Qu'est-ce que vous faites avec les produits? Quels sont les vrais besoins derrière? Et ça, c'est vraiment le prix qui vous intéresse. C'est pas la qualité, c'est la qualité. Qu'est-ce que vous faites avec? Est-ce que vous faites un produit qui est premium, qui est très, très haut niveau ou juste un produit de base? Donc, plus vous recueillerez l'information, plus votre entreprise vaut de l'argent. Ce qu'on appelle due diligence dans le monde des finances.
Demain, vous dites, voilà, je suis fatigué, j'en ai marre, je ne fais plus mon affaire. Est-ce que votre affaire a une valeur? Des fois, non, rien. Mais des fois, vous avez la valeur. Pourquoi? Parce que, par exemple, pendant 8 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, vous avez, par exemple, créé une base de données de vos clients. Ça vaut de l'or. Vous n'avez que 150 clients à travers les années, mais cette liste, nom, prénom, téléphone, mail, ça vaut de l'argent, ça vaut de l'or. Si vous avez la réflexion de l'accueillir, d'ajuster l'information, base de données, ce n'est pas de grands mots technologiques. Ça peut être sur votre portable, ça peut être dans une liste d'Excel. Si vous utilisez l'Excel, ça peut être une liste même en dehors de ces outils de base, mais vous avez quand même une base de données. Donc, si je parle par exemple de cette histoire de offre, je saute maintenant, je vais en parler de 2 minutes, on a parlé de force et faiblesse. Encore une fois, quand je contacte mes clients, je demande à propos, vous savez, on est en train de parler là et on est 45 minutes en train de vous raconter des histoires. Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut faire mieux? Et donc, dans les questions-réponses, s'il vous plaît, aidez-nous, Sarah et moi, et il y a derrière toute une équipe, et pour améliorer. Est-ce que ce drapeau dernier mois vous dérange? Est-ce que ça vous dérange? Regardez. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous me comprenez? Et, OK. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'aimerais savoir en feedback. Sans feedback, je suis nul. Nul comme gestionnaire, nul comme homme d'affaires, nul, zéro. Et faites attention avec les zéros. Quand on dit zéro comme ça veut dire très bien. Mais moi, je parle de zéro, pas beaucoup de valeur, parce que quelqu'un n'a pas posé toujours la question, comment est-ce que je peux améliorer? Si je comprends un peu la première partie, la dernière des choses, c'est d'en parler dans cette webinaire, juste pour la première partie, c'est la question de l'offre marketing. 1,5 devant vous, 1,5 c'est l'offre marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'offre de produits, j'offre de matières premières, j'offre un produit délimité, j'offre un produit préfabriqué, je fais de l'export. Mais l'offre dans le monde de marketing, c'est pas que ça. C'est comprendre qu'il y a quelques éléments, comme par exemple le prix. Est-ce que mon prix, c'est mon avantage ou pas? Donc, il vaut mieux pas. On a des cours. Est-ce que j'ai quand même un critère de qualité de service? Parce que pour moi, la qualité de service est le plus important quasiment toujours. Même si je vends un produit comme des oignons, d'accord, des épices. Et c'est pas important. Si je ne donne pas une qualité de service exceptionnelle, je vous promets la livraison demain à midi. Et si ce n'est pas prêt demain à midi, je ne vaux rien. Mon mot d'honneur ne vaut pas beaucoup parce que je vous ai promis quelque chose et ça n'a pas été livré. Si je signe un contrat et je ne le respecte pas, c'est perdu. Mon nom, ma marque, je m'appelle Dani Abrovitch, c'est une espèce de marque, pas trop connue, c'est juste moi et ma femme et mes enfants qui connaissent. Mais c'est ma marque que je vais porter toute ma vie. Je ne vais pas changer mon nom la semaine prochaine. Donc, pensez beaucoup à cette histoire de qualité de service. Vous vendez des produits, la plupart de vous sont dans le monde des produits. En Israël, on fait une transformation vers une économie de services, mais vous êtes quand même, la plupart de vous, vous provenez des économies qui sont quand même là-dessus, surtout sur les produits physiques. Pensez à l'importance des qualités de service. Vous êtes sans savoir toujours, vous êtes dans le domaine des services, dans le monde des services, l'économie des services. Les services, ce n'est pas que mon produit est à un bon prix. Ça, c'est un peu l'histoire de la vieille école. Donc, si on résume un peu, on a parlé un peu de la gestion, on a parlé un peu de plan d'affaires, avec certaines bases de connaissances, surtout la gestion de moi-même, de ma famille, de ma culture, ensuite de mon entreprise ou organisation ou association. Ensuite, on a parlé un peu de quelques notions de base d'un plan qu'il faut avoir. Il faut voir cette idée de Corona comme une opportunité incroyable pour améliorer mes mauvaises habitudes, améliorer un peu la tendance qui était avant, qui était peut-être linéaire ou pas trop intéressante dans la vie de tous les jours. Maintenant, j'ai une opportunité, au lieu de pleurer au sein des autorités ou ma famille, il faut que je comprenne sans trop de risques financiers, rien du tout, risque, on a dit,
d'autres sont faisables. Donc, connaissance, contact, des choses de base. Sans trop de risques, je vais un peu changer mes idées, changer mes habitudes, essayer de changer quelque chose, comprendre un peu que je dois améliorer un peu la notion de la marque, d'où je viens, quelle région, quel pays. Donc, être très fier de ça parce que je trouve actuellement pas trop de produits en Europe ou en Israël. Je me promène pas mal dans d'autres pays. Je trouve pas beaucoup de marques qui sont fabriquées dans un pays très spécifique en Afrique. L'histoire de l'exploitation qu'on a parlé de grandes sociétés qui, en fait, ils font du shopping de meilleure qualité de matières premières en Afrique surtout. On a parlé de quelques notions de la concurrence. On a parlé un peu de cette histoire de marché, avantage concurrentiel, donc force. Tout vient des idées des clients. De ma part, pas pour être là juste pour pendant quelques minutes disparaître par le biais de MCTC, on va vous envoyer par mail, si on a les mails Sarah de tout le monde, par la suite, si c'est possible, on peut vous envoyer un document. Je vais vous montrer comment l'allure du document. Et je vais partager un autre document un instant, patience. Vous l'avez maintenant, 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez un nouveau document maintenant, quelque chose qui est différent? C'est une espèce de, je ne sais même pas comment le dire en français. Comme vous comprenez, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je parle plutôt l'hébreu, l'anglais. Template en français, Sarah, assistance. Et un document qui a une allure intelligente, mais juste une allure, avec tous les titres qu'il faut. D'accord? Il y a les titres. Et si on commence surtout là, ça vous rappelle un peu ce qu'on vient de faire ensemble. Donc, si on parlait d'analyse du marché, il y a ici marché numéro 1, marché numéro 2. Il faudra avoir plus qu'une marché. Donc, il vaut mieux avoir 2 marchés différents. Comme je viens de dire l'exemple il y a 40 minutes. Et cocoa, cacao, pour le marché local et cacao pour le marché de l'export. Donc, 2 marchés différents. Si on parle de la concurrence, c'est juste mettre les noms de ceux qui offrent pas les mêmes produits, mais ils répondent aux mêmes besoins. Et si on parle pas de produits, de segmentation, qui achète de vous ou qui vous voulez, il y a plusieurs outils. Pas tout est là, encore, ce n'est pas la magie en 50 minutes. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Jetez un coup d'œil. Je vais vous envoyer donc ça. C'est un document de 10 pages qui sont un peu vides, mais il y a des titres corrects. La plupart, vous savez déjà, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui comprennent la plupart des gens, mais c'est peut-être rectifier un peu, améliorer un peu ce que vous faites. Et pour ceux qui sont plutôt nouveaux à ce monde des affaires, de PME, de micro-entreprises, on va revoir l'autre document que je vais vous envoyer aussi, le document qu'on a touché avant, c'est une page, d'accord? Ce que je vais vous montrer maintenant, vous voyez la nouvelle page. Donc, il y a aussi le chapitre numéro 2 qui veut dire qu'il faut quand même former des objectifs. Sans objectifs, on ne bouge pas dans le monde des affaires. Si vous faites des choses, des activités sans trop planifier, vous avez un autre problème qui est, encore une fois, le problème de gestion. Ce n'est pas un problème de produit ou qualité de service. Et si on a des bons objectifs, on peut passer à la suite, à l'action. La plupart de nous, on aime bien l'action, on aime bien faire, montrer des gens, vendre, c'est un plaisir, non? Mais quand même, il faut savoir à priorité. Non. Il faut avoir une priorité, savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, par exemple, la publicité, on ne fait plus. On fait très peu parce que c'est cher, parce que ça apporte très peu des intérêts. Avec peu d'argent, on peut faire tas de choses. Si vous me demandez publicité, c'est la dernière des choses à faire. D'accord? Ce n'est pas la première, la dernière des choses à faire. Et chaque sujet qu'on présente ici, ça peut être encore un webinaire de 45 minutes, quelques temps, soit en Israël, quand vous venez nous voir, ou peut-être on trouve une autre opportunité à travers MCTC, à travers Machab, à travers l'ambassade, n'importe qui avec ses contacts à la israélienne, pour avoir un peu plus de savoir-faire. La dernière des chapitres, numéro 4, quand même très important, je parlais dès le départ de cette histoire de gérer par contrôler. Donc, est-ce que j'ai échoué ou pas échoué? Ça dépend. Les critères, les barèmes, qu'est-ce que vous avez défini d'avance? Et si on a parlé maintenant d'1 heure de webinaire, quel est un succès? Est-ce qu'il y a 30 personnes, c'est un succès ou pas? Si on est 50, c'est un succès ou pas? Si on est que 10 personnes qui ont fait quelque chose de différent, est-ce qu'il y a un succès ou pas?
Et si vous n'avez pas de questions, est-ce que c'est un succès ou pas? Non, de ma part, non, j'ai échoué. Donc, on va avoir quelques questions maintenant. Et je vais vous remercier pour cette histoire unilatérale parce que ce n'est pas vraiment une communication unilatérale. Je parle à vous dans l'espoir que vous me comprenez au moins 80% de choses, des idées, des réflexions. Et comme vous voyez, quand je suis devant vous en salle, c'est beaucoup plus excité, je bouge plus, je suis un peu hyperactive. Donc là, je suis assis, pas trop, sans trop bouger. Et entre-temps, je peux vous montrer ça aussi. Je préparais d'avance, vous voyez. C'est pas évident parce qu'il faut écrire à l'envers parce que c'est en caméra, donc je dois écrire à l'envers. Donc je vous souhaite bonne journée, mais avant que je disparaisse, j'aimerais quand même répondre à vos questions. Sarah, est-ce que tu peux gérer un peu cette partie en Oui. présentant les questions? Alors, vraiment, merci beaucoup, beaucoup, Dani, pour cette conférence très intéressante. Pour le template, je crois peut-être on peut dire modèle en français. Si vous voulez, si vous voulez le modèle, s'il vous plaît, envoyez-moi un email. Écrivez mon adresse dans le chat. Envoyez-moi un mail et après, je pourrai envoyer le modèle et les documents. D'accord, on va faire comme ça. OK. Alors, on a eu quelques questions. Je vais commencer avec William Tang qui a écrit. Nous voulons bien être en contact directement avec les clients en Europe, mais comment le faire, bien que nos règlements ne nous favorisent pas? Règlement de qui? Règlement. Quand vous dites William, quand vous dites règlement, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. C'est qui vous bloque actuellement? Vous voulez être en contact des clients européens et vous avez dit règlement. Quel règlement? Il faut qu'on comprenne. En général, dans vos pays, vous avez une ambassade. Normalement de pays dont vous pensez. Dans l'ambassade, il y a normalement quelqu'un qui s'en occupe de la partie économique. Donc, c'est comme un attaché commercial. Dites attaché commercial, différentes ambassades, différents pays l'appellent différemment. Officiellement, c'est un attaché commercial. Son rôle, c'est d'avoir un meilleur contact commercial entre les pays, pas qu'au niveau politique, aussi au niveau du terrain. Si cette personne est trop politique, je passe tout de suite à un autre établissement, organisme qui s'appelle Chambre de commerce. Donc, si je parle d'un pays, je ne vais pas mentionner tous les pays, je vais prendre du Gabon. D'accord? On a du Gabon aussi, quelqu'un ici du Gabon. Si je trouve en Europe, par exemple, une chambre de commerce France-Gabon ou Gabon-France, souvent c'est entre pays, et je peux demander, d'abord trouver est-ce que ça existe. Deuxièmement, est-ce que je peux avoir des informations gratuitement? Troisièmement, si je fais quelque chose de très minimal, très représentatif, est-ce que je peux faire partie de cette club de personnes qui s'intéressent au Gabon, France-Gabon? Peut-être c'est pas Gabon est trop petit comme pays, mais est-ce que peut-être c'est un groupe de pays comme on a à l'époque les francs CFA, donc c'est un club de pays au niveau économique. Est-ce que c'est l'Afrique centrale, c'est un club de pays? Est-ce que c'est l'Afrique entièrement, c'est un club de pays? Ça dépend où dans le monde il y a ces genres de chambres de commerce. En Israël, par exemple, on a des chambres de commerce au niveau africain. Afrique, Israël, Israël, Afrique. Et en France, il y a des chambres de commerce très délimitées par pays quasiment. Donc, Cameroun et France, ça serait en Cameroun. France-Cameroun, ça serait en France. Donc, il y a l'ambassade, attaché commercial, il y a la chambre de commerce. Ça, c'est d'abord. Ensuite, vous pouvez chercher vous-même par Google. Vous connaissez cet bon copain. Et il faut se méfier, mais quand même, il nous aide, Google, de trouver d'autres contacts avec des personnes qui ont le même intérêt. Même intérêt, je commencerai par LinkedIn. LinkedIn, ça ne coûte rien du tout. Vous passez toute la nuit, des fois, ce n'est pas grave, mais au bout de la nuit, vous trouvez 10 contacts comme il faut. Et si vous avez un, il vous mène à l'autre parce que vous avez un réseau. Si vous me contactez avec un contact, je vais vous dire, mais c'est quelqu'un nouveau, c'est quelqu'un qui n'a pas de contact. Moi, je ne veux pas être le deuxième contact dans sa vie. Donc, accumuler quelques contacts, mais pensez toujours à la qualité, pas à la quantité. Quand on parle de LinkedIn, ceux qui ne connaissent pas, c'est recommandé, ce n'est pas trop difficile. LinkedIn appartient à Microsoft. Microsoft a de bons intérêts en Afrique, dans différents pays de projets. Et donc, LinkedIn, c'est quelque chose qui vous arrive, c'est un réseau social le plus important pour le monde des affaires. Ce n'est pas Facebook et autres. Ça, je laisse pour les enfants souvent. C'est un réseau important pour connaître un peu mieux des gens dans le monde, n'importe quel pays, mais ils ont le même intérêt.
sont du même domaine, qui parlent la même langue. Ils ont fait la même école peut-être que quelqu'un que je connais. Et à travers quelques mots-clés, on peut même rectifier et trouver. Donc, même si vous avez 50 contacts, ce n'est pas la quantité qui nous impressionne. Il faut avoir 50 contacts, mais il faut définir d'avance qui sont les meilleurs 50 contacts que j'aimerais avoir d'ici 2 semaines. D'accord? Donc, penchez là-dessus. Ce n'est pas compliqué. Il y a pas mal de vous qui sont là-dedans. Et soyez pas trop poli non plus. Si votre oncle ou votre beau-frère vous demande, écoute, je vois devant moi, par exemple, Jean-Christophe, d'accord? Jean-Christophe, je suis votre votre, je sais pas comment on appelle, le fils de l'oncle, petit-fils. Écoute, Jean-Christophe, j'aimerais approuve-moi sur LinkedIn. Je dis non, non, LinkedIn pour moi, c'est professionnel. Je n'aimerais pas avoir des enfants. Je n'aimerais pas avoir des amis. C'est juste à titre professionnel, c'est un réseau, c'est un milieu professionnel que je respecte. Donc, comprenez-moi. Si vous voulez, au Facebook, on fait ce qu'on veut, mais LinkedIn, c'est professionnel. D'accord? Donc, ça, c'est, on a donné une longue réponse, mais attaché commercial, chambre de commerce, LinkedIn. Prochaine question, s'il vous plaît. Donc, William, j'espère que ça a été clair, plus ou moins. Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, une autre question d'Emmanuel Nyung-Gecko. Comment vaincre la peur pour se lancer dans le business? Emmanuel, de quel pays? Est-ce qu'on connaît le pays? Non, ça ne dit pas, mais Emmanuel. Okay. Et si on prend après une question orale, si on peut laisser quelqu'un la partie orale, on peut dire le microphone, il peut aussi dire le pays. Donc, Emmanuel demande comment on peut se lancer. C'est une question de... Je ne connais pas l'âge ou la base, mais quand on est très, très jeune, il faut faire attention. Il faut quand même avoir quelques expériences. On ne peut pas devenir trop vite officier. Il faut d'abord être soldat très simple. On ne peut pas trop vite devenir grand dirigeant. Il faut quand même commettre des fautes, des erreurs. Donc, si c'est quelqu'un très jeune, je ne connais pas Emmanuel, je chercherai Emmanuel à travers les images. Et un instant, je vais voir si j'arrive à voir Emmanuel. Ok. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà beaucoup derrière soi, je veux dire, expérience, des années de travail, de famille, et les connaissances, c'est une question de commencer avec des risques minimes. Ça veut dire continuer ce que vous faites comme salarié ou comme vous êtes entre les deux ou en chômage, c'est-à-dire suivant la situation. Mais l'histoire de base, c'est prendre des risques minimes et d'apprendre de ceux qui ont déjà pris des risques. C'est de comprendre ceux qui ont échoué, pourquoi ils ont échoué, qu'est-ce qu'ils ont appris de ça. Et penser un peu aussi avec qui je collabore. Je ne peux pas arriver très loin tout seul. Il y a ce proverbe africain, je crois, si je vais aller très vite, je le fais tout seul. Si je vais aller très loin, je dois avoir un collègue. Quelque chose comme ça. J'ai entendu parler, c'est un proverbe africain. D'accord? Si je vais aller très vite, je peux le faire tout seul. Mais si je vais aller très loin, j'ai besoin quand même d'une équipe. Une équipe que je donne confiance, qui est complémentaire à moi. Moi, je suis très fort dans le marketing, mon collègue très fort dans les finances, l'autre collègue très fort dans les négociations. Et on complémente les uns et les autres. Donc, il n'y a pas une réponse magique. Il y a ce mot magique d'incubateur, accélérateur. Il ne faut pas être trop impressionné. Il faut venir à ce genre d'organisme organisé avec une équipe, avec une idée, avec quelques bases, encore de ressources, mais pas de l'argent. Ressources, encore une fois, savoir-faire, contact et quand même quelques notions de peut-être technique. C'est la base. Donc, il n'y a pas de réponse magique, mais merci d'abord de venir nous écouter là, d'être à l'active une heure. Ça montre un bon caractère qui est ouvert, qui aimerait apprendre, qui aimerait gaspiller peut-être une heure de sa vie ou pas. J'espère que ce n'était pas la fin du monde. OK, donc Emmanuel, merci à cette question. Et ça, on passe à une autre question. On a quelques autres questions. Alors, on va passer. Ça vient de Jean-Christophe qu'on peut voir ici. Pour ceux qui sont dans les services de consultation avec les ONG internationales, comment faire une analyse de concurrence si l'offre est ouverte au monde entier? Concurrence, il faut que je sache un peu plus de détails quel marché il s'agit.
Est-ce la concurrence d'un marché très, très spécifique ou c'est la concurrence en général d'un pays au niveau économique, macroéconomie ou microéconomie? Donc, je dois OK, savoir dans quel moyen, quel niveau. Jean-Christophe, on va laisser le microphone une seconde. Il faut que vous disiez oui, Jean-Christophe. OK. Allez-y. Ok, merci beaucoup à vous. Et c'est déjà un privilège pour moi de prendre la parole. Et je dis merci aussi à Dani. Comme je l'avais souligné dans ma question, moi je suis consultant et je fais beaucoup plus les études au niveau des ONG et pour les aider à concevoir des projets, programmes. Donc, je suis beaucoup plus dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutrition. Donc, j'ai fait ma formation de base dans ce domaine. J'ai aussi la chance de venir à Machav pour rehausser aussi mon niveau de compétition et en entrepreneuriat social et pour les outils de développement communautaire. Donc, quand nous soumissionnons souvent et on ne connaît pas tous ceux-là qui, de par le monde, soumissionnent aux mêmes projets que nous ou bien aux mêmes offres. Donc, du coup, la chance de réussite n'est pas trop évaluée à notre niveau pour quand même concevoir une offre conséquente. Parce que nous ne connaissons pas tous nos concurrents. Il y a aussi des gens qui sont plus âgés que nous et dont le background est énorme, mais on ne sait pas qui ils sont. Donc, du coup, comment faire cette analyse concurrentielle dans ce marché où tout le monde peut venir et bon, on choisit bon, celui qui est le plus indiqué. Ouais, souvent, les messages de réponse, on vous dit, bon, vous avez le bon profil, mais il y a quelqu'un bon, plus outillé que vous. Voilà un peu là où ma question semble être pertinente. Merci. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, si vous arrivez à m'entendre, et oui. Je comprends, c'est une question d'appel d'offres. Quand il y a un appel d'offres, vous voulez faire partie, comment estimer la concurrence à vous-même, pas à vos clients, pas aux clients de votre client, à vous-même. Vous dites, moi, je suis joueur dans ce domaine, et vous avez décrit le domaine, donc je suis consultant, j'aimerais gagner l'appel d'offres, donc j'aimerais travailler là-dedans en collaboration avec cet fonds ou privé, public ou des appels d'offres internationaux. Et comment est-ce que je peux savoir plus d'informations sur mes concurrents? Oui. C'est ça la question? Donc, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, je crois d'abord, c'est de mettre en avance un peu votre propre avantage concurrentiel en question. D'abord, est-ce que vous avez un avantage concurrentiel? Est-ce que vous le mettez en avance? Est-ce que, dans d'autres mots, vous êtes trop poli en disant, voilà, je fais mon mieux, c'est tout? Ou est-ce que vous mettez quelque chose en avance? Je ne parle pas des prix, encore une fois. Vos compétences, vos contacts, votre expérience. Et est-ce que ça, vous mettez en avance? Et en dehors de ça, je vais vous suggérer quelque chose. La prochaine fois qu'il y a un appel d'offres, essayez de... c'est très éthique, ce que je veux dire. C'est éthique, c'est légal, c'est éthique, et des fois, on peut le faire. Donc, s'il y a quelqu'un, une organisation dans votre pays qui prend 90% des appels d'offres, d'accord, si ça existe, ou quelqu'un très connu, très avancé, essayez pendant une année, par exemple, travailler avec eux. Donc, vous allez gagner un peu moins, vous allez mettre votre ego un peu de côté, c'est vrai, ce n'est pas vous-même en avance, mais vous allez assister quelqu'un vous allez apprendre beaucoup. Et c'est très éthique. Ce n'est pas un cachette. Vous le dites, voilà, je suis consultant junior et vous êtes senior. Et moi, j'ai que 15 ans d'expérience, vous avez 30 ans d'expérience. Et vous voyez mon couleur de cheveux? C'est un peu blanc. Chaque matin, je prends un spray, et je mets un peu de spray de blanc. Parce que plus blanc c'est, j'ai une meilleure appréciation. Bien, il est âgé, il a l'expérience. Même dernièrement, durant les corona, quand on était à la maison toute la journée, j'ai même poussé une petite barbe. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il est blanc. Donc, c'est bien. C'est une image d'expérience, une image de quelqu'un mûr. Donc, il faut savoir un peu, est-ce que j'arrive à collaborer? Ça s'appelle coopétition. Coopétition, d'accord? Ça veut dire, je prends deux mots là, je joue avec deux mots clés. Ça s'appelle en français porte-manteau. Je parle coopération et compétition. Coopétition. Est-ce que vous pouvez collaborer avec votre concurrent ou soit travailler avec,
soit vous dites à votre concurrent qui est votre taille, par exemple d'affaires ou d'expérience, tenez mon collègue, peut-être on va aller ensemble à cet appel d'offres, on va partager, si on gagne, on va partager les bénéfices 50-50, et si on arrive à avoir cet arrangement. Donc ça, vous avez déjà une flexibilité de réflexion, vous voyez, soit collaborer avec quelqu'un, soit travailler avec quelqu'un qui est beaucoup au-delà, qui est beaucoup plus connu comme des fermes internationaux, si c'est le cas. Mais ensuite, je sors de ce processus empowered, ça veut dire je suis beaucoup plus fort maintenant. J'ai appris beaucoup des autres. J'ai mis un peu en cachette, un peu à côté, et c'est pas grave. C'est une question d'ego, on arrive à mettre de côté, pourquoi pas, on va s'améliorer. Et si vous êtes venu, vous avez fait partie du Machad, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez des connaissances, donc il faut prendre un drapeau, comme ceux qui vont voir, et utiliser le drapeau des connaissances. Tiens, je connais tel monsieur, je connais telle madame. Tiens, j'étais en Israël déjà une fois. Ça vous aide un peu, d'accord? Donc il faut savoir d'abord quelle est la concurrence et l'avantage concurrentiel et jouer là-dessus. Et si je ne suis pas assez fort, collaborer. D'accord? Et même dans la collaboration, je peux vous donner un outil, un dernier outil, parce qu'il faut donner, on va faire une dernière question après ça. D'accord? Quand vous pensez à la collaboration, et c'est un mot-clé à travers beaucoup de ce que vous faites au niveau gouvernemental, NGO et privé, public, pensez un peu à vos atouts. Comme on a dit, force, faiblesse. Pensez un peu que dans votre pays ou dans votre région, il y a des autres organisations ou des individus qui ont les mêmes, mais à l'inverse. Ça veut dire votre atout sont leurs faiblesses et leurs atouts sont vos faiblesses. Donc, c'est une question de mettre dans la main, d'accord? Vous avez une faiblesse, par exemple, vous ne connaissez pas assez bien les marchés européens. Vous êtes très fort dans le domaine de nutrition. Il y a quelqu'un qui connaît très bien les marchés européens, mais qui ne connaît rien de la nutrition. Donc, c'est ce qu'on appelle 1 plus 1 égale plus que 2. Ça vaut plus que 2. Vous voyez, le chiffre 3 numéro 1 devant l'écran, 3,1, à la fin, c'est marqué 1 plus 1, 1 plus 1, égale plus que 2. Comment ça se fait? Parce que vous-même, avec votre collègue complémentaire, c'est comme ma femme et moi, on espère de faire plus que 2. C'est-à-dire on vaut ensemble plus que juste deux individus qui sont ensemble. Ça vaut 2. On espère qu'on vaut un peu plus que ça. Ça, c'était ma dernière remarque. Et merci beaucoup, Jean-Christophe, qui vient de quel pays? Bénin. Bénin. Très bien. Très bien. À côté du Togo, très, très serré. Oui. Oui, je connais un peu. OK. Et passons merci ça. Beaucoup. OK, merci. Alors, on attend, comme vous avez dit, pour une dernière question. On a une question ici de Jonah Naki de la Côte d'Ivoire, de l'ONG J'aime Israël. Juste pour savoir quels peuvent être les bons critères pour choisir ses collaborateurs. OK. On vient de mentionner un peu sur l'histoire de complémentaires. D'abord, une question à Jonas, si elle peut répondre. Quelle est la définition du nom? À l'origine, d'après vous, quelle est la définition de votre prénom? Est-ce que c'est une définition? Quelle est la définition de Jonas? Jonas peut nous dire? Oui, Jonas, vous pouvez parler. Est-ce qu'il y a une définition à ce mot ou pas? Jonas, si vous pouvez parler si vous voulez, votre microphone marche. D'accord. D'accord, merci pour la conférence. Le nom Jonas, je crois que c'est un nom hébreu qui signifie colombe. Qui veut dire? Colombe. Colombe. D'accord. Et je vous ai demandé ça parce que ça vient de la Bible et il y a plusieurs personnes ici qui sont très croyants et que c'est très important de comprendre. Donc, en liaison avec votre nom, quasiment, vous pouvez parler de comment on trouve nos collaborateurs ou partenariat? Quel niveau de collaboration? Il y a partenariat, il y a acquisition et il y a des différents niveaux. Quel niveau vous voulez en penser? De collaborer, à quel niveau? Les collaborateurs, je veux dire, en fait, le personnel que vous voulez utiliser, les personnes avec qui vous travaillez, parce qu'il y a quand même la confiance, c'est vrai qu'il y a la compétence, il y a beaucoup de choses.
comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir fait le bon choix, et surtout à long terme? D'abord, ok. D'abord, c'est un domaine qui n'est pas le mien proprement dit. Je suis plutôt dans la commercialisation, marketing, vente, communication. Oui. Donc, quand j'ai besoin pour mes clients, quand je suis consultant pour mes clients, quelqu'un qui va améliorer un peu les processus de comment on trouve le personnel comme il faut, comment recruter, comment motiver, comment licencier des fois. Il y a beaucoup de législation prudente, tout ça. Oui. Donc, je fais appel à un professionnel. Donc, s'il s'agit de très petite organisation, c'est gérable. Mais s'il s'agit de 5 personnes et au-delà, Oui. c'est déjà une profession qu'il faut respecter. Ça s'appelle des fois consultant d'organisation, organizational consulting. Donc, c'est un sujet à part que moi, je ne me connais pas. Moi, je vais vous dire ma réponse à travers mes yeux qui pensent toujours marketing. Au niveau de marketing, je pense toujours au personnel comme des clients internes. Donc, ce sont des clients en interne. Si eux, ils ne me croient pas, personne ne va me croire. Si eux, ils n'achèteraient pas le produit en théorie, personne n'achèterait. Et eux, ils sont aussi mes antennes. Donc, ils ont des familles, ils ont des connaissances. Et s'ils pensent de bonnes choses à moi, comme leur dirigeant, manager, boss, OK? Donc, ça passe bien. Donc, je vois toujours les premiers clients, c'est les personnels, les gens avec qui je travaille, soit par je suis obligé, c'est la famille, ou je ne suis pas obligé, je fais un appel et je reçois des interviews, j'ai vu le CV, mais derrière les gens, il faut prendre du temps à comprendre. Normalement, ce qu'on fait, c'est on dit voilà, 3 mois, on va faire un test, on va voir qui vous êtes vraiment. Il faut avoir des temps difficiles des fois, mais la base, c'est l'attitude. Ma réponse est un mot, attitude. Quelle est l'attitude de la personne? Si c'est très intelligent, ce n'est pas intéressant. Si elle étudie à Hong Kong et en Chine, aux États-Unis, ce n'est pas intéressant. C'est l'attitude qui compte. Et l'attitude veut dire pour moi pas mal de choses, surtout la façon de travailler avec vous comme équipe, la façon de venir au-delà des heures convenables. Des fois, il faut venir le soir, des fois, il faut venir le week-end. Donc, tout ce petit effort que la personne fasse au-delà. Et là, l'attitude d'affaires, je parle d'attitude d'affaires, c'est ça qui compte. Mais si l'attitude est très fermée, très je sais pas, différente, très pointue, même je veux dire, perfectionniste, c'est pas terrible. Donc, c'est surtout l'attitude qui compte, mais s'il s'agit d'une grande société, je vais faire appel à des professionnels qui, leur profession, c'est justement la gestion de ressources humaines. Donc, ça, c'était un peu ma réponse, mais ce n'est pas vraiment ma propre profession. Donc, moi, je peux vous remercier. Je dois juste remercier tous ceux qui sont là online, comme Sarah vous a remercié. Je vais mettre de côté donc ce message encore une fois. Et Sarah, c'est à vous de clôturer. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu aujourd'hui avec nous, d'être ici avec nous. Et un grand, grand merci aussi à Dani Abramovic qui nous a donné une conférence très, très intéressante avec des outils qui sont très pratiques. Merci, Dani, d'être avec nous et bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Bye bye.